pulmonaire. La conduite à tenir devant une hypertension pulmonaire passe par 4 étapes essentielles: la confirmation du diagnostic positif d'élévation des pressions pulmonaires, la détermination de l'étiologie, et on doit essayer de classer l'hypertension dans une des 5 grandes catégories étiologiques, l'établissement du pronostic en se basant sur l'évaluation de la sévérité pour aboutir finalement à une prise en charge thérapeutique adéquate. Et la classification étiologique des hypertensions pulmonaires a été élaborée la première fois en 1973 et depuis elle ne cesse d'être modifiée. Et la dernière modification ou mise à jour date de décembre 2015. Et le but de cette modification, en fait, c'est de regrouper les patients dans des catégories ou des groupes qui ont des ressemblances sur le plan physiopathologique, hémodynamique et clinique, et surtout pour aboutir à une prise en charge thérapeutique qui est identique dans ces 5 classes. Donc on a la première classe, le premier groupe qui est l'HTAP proprement dit, où on a l'HTAP idiopathique mais aussi héréditaire ou induite par une drogue ou une toxine ou associée à une connectivite ou une infection HIV, une hypertension portale, une cardiopathie, une schistosomiose, une parasitose. Le deuxième grand groupe étiologique, c'est les maladies du cœur. Le troisième groupe, c'est les maladies respiratoires. Le quatrième groupe, c'est l'HTAP thromboembolie. Et finalement, on a le 5e groupe étiologique qui est en fait un fourre-tout qui regroupe plusieurs pathologies dont les mécanismes restent incertains ou inconnus. Et donc finalement, pour dire qu'une HTAP est idiopathique, ça revient d'abord à confirmer l'élévation des pressions pulmonaires, mais aussi à éliminer toutes les autres étiologies d'hypertension pulmonaire, et donc ça devrait être un diagnostic d'élimination. Alors, je vais vous présenter cette conférence ou ce topo sous forme de cas clinique, et vous allez voir que tout au long de ce cas clinique, je pourrais me tromper parce que je manque de connaissances, je ne suis que pneumologue, et vous avez vu qu'on a de nombreuses étiologies qui chevauchent sur de nombreuses spécialités, notamment la cardiologie, la radiologie, la médecine interne, l'hémato, la gastro, c'est vraiment toutes les spécialités, parce qu'aussi je manque d'expérience. L'HTAP étiopathique étant une maladie qui est très rare, et moi je ne travaille pas dans un centre de référence. En plus, vous avez vu que dans le groupe 5, on a des maladies qui sont orphelines et rares. Je vais aussi me tromper à chaque fois que je ne ferai pas mon rôle de bonne clinicienne, et je vais commencer par faire des examens complémentaires systématiques sans passer par un bon interrogatoire, un bon examen physique. Et je vais me tromper aussi à chaque fois que je ne demanderai pas l'examen de référence dans la confirmation étiologique, ou à chaque fois aussi où l'examen de confirmation n'est pas sensible et spécifique à 100%, et ça c'est très fréquent en médecine. Donc c'est une femme qui est âgée de 50 ans qui a été adressée en pneumo pour bilan étiologique d'une hypertension pulmonaire. Cette dame, elle n'a pas d'antécédents personnels ou familiaux, elle n'a pas de prise médicamenteuse. Son histoire, c'est une dyspnée de l'effort qui s'aggrave depuis 2 ans. Je l'examine, à part un éclat de B2, je ne trouve rien du tout, et la saturation est tout à fait normale, elle est à 99%. Je fais une radiothorax, j'ai une dilatation des artères pulmonaires sans anomalie parenchymateuse. À l'ECG, j'ai un bloc de branche droit. Je fais un bilan qu'on appelle standard, une LFS, un bilan rénal et hépatique, qui est tout à fait normal. Alors, voilà l'échocardiographe qui a été faite par les cardiologues avant de l'adresser pour cette exploration d'une hypertension pulmonaire. On a un VG qui est tout à fait normal, il n'y a pas de trouble de la cinétique, la fonction systolique est normale, la fraction et d'éjection est à 70%, la fonction diastolique est conservée avec des pressions de remplissage normales, il n'y a pas de valvulopathie, les cavités droites ne sont pas dilatées, il n'y a pas de péricardie, et l'hypertension artérielle pulmonaire est estimée à 55 mm de mercure. Et c'est vrai que l'échographie cardiaque a un apport très important
dans le diagnostic d'hypertension pulmonaire. Parce que d'abord, c'est un examen qui est non invasif. Ça va permettre de faire une analyse hémodynamique en estimant la PAP par la mesure de la vélocité de l'insuffisance tricuspide. Ça permet aussi une étude morphologique en évaluant le retentissement de cette hypertension pulmonaire sur les cavités droites. Et ça permet aussi d'évaluer la fonction ventriculaire gauche, qui est le grand groupe étiologique de l'élévation des pressions pulmonaires. Sauf que pour les cavités cardiaques droites, l'exploration est beaucoup plus difficile que celle du cœur gauche. Parce que d'abord, les échocardiographistes, quel que soit leur degré d'expérience, sont plus habitués à voir le cœur gauche que le cœur droit. Et parce que le cœur droit a des particularités, son exploration est moins aisée du fait de sa position et de ses particularités anatomiques. En plus, si on va se baser sur le retentissement des cavités droites, il est tardif et les variations faibles sont difficiles à détecter. Et là, les meilleurs échographistes vont le dire, ils ont des difficultés de dépistage de l'élévation des pressions artérielles pulmonaires à l'échographie. En fait, l'examen de référence dans la confirmation, c'est le cathétérisme cardiaque quand il montre une PAP moyenne qui est supérieure ou égale à 25 mm de mercure. Alors, l'évaluation de la rentabilité de l'échocardiaque par rapport au cathétérisme a été la mieux étudiée dans la sclérodermie. On le verra plus tard, la sclérodermie, c'est la maladie systémique qui complique le plus d'HTAP et où le pronostic est sévère et nécessite une prise en charge thérapeutique précoce et qui rejoint le traitement de l'HTAP idiopathique. Alors, quand on fait l'écho cardiaque, si on a une PAP à l'écho qui est inférieure à 30, là on a une faible probabilité d'HTAP, on ne va pas faire le cathétérisme. Quand on a une PAP qui est supérieure à 45, là c'est une forte probabilité et on va réaliser le cathétérisme. Et dans les cas intermédiaires, on va passer au cathétérisme pour la confirmation quand on a des symptômes cliniques, notamment la dyspnée qui n'est pas expliquée par une autre cause. Alors voici les résultats de cette étude qui a été faite par des échocardiographistes expérimentés. Sur 570 patients, on a une forte probabilité chez 33 patients. Et chez ces patients, on a fait le cathétérisme cardiaque droit et vous voyez que 36%, chez 36% des patients, le diagnostic d'HTAP retenu par l'échographie est éliminé par le cathétérisme cardiaque. Donc on a 36% de faux positifs, ce qui correspond à une faible spécificité. La même chose est confirmée dans l'infection VIH qui se complique elle aussi d'HTAP du groupe A. Et là, on a des faux positifs beaucoup plus importants dans 72% des cas. Donc finalement, l'échographie, ça reste un bon examen de dépistage, mais qui a ses limites. Et si on prend par exemple une PAP évaluée à l'échographie à 40 mm de mercure, si on réalise le cathétérisme, la pression mesurée va varier entre 15 à 60 mm de mercure. On a des faux positifs dans au moins 36% des cas dans le cas de la sclérodermie et on peut même avoir des faux négatifs. Et donc le cathétérisme cardiaque droit reste l'examen de référence. Alors, c'est l'examen de référence pour le diagnostic positif, mais aussi pour préciser le mécanisme en évaluant la pression d'occlusion de l'artère pulmonaire, pour évaluer la sévérité aussi et le pronostic avant de donner un traitement, et pour évaluer aussi le suivi, pour évaluer l'effet du traitement en cours du suivi. Alors, ça c'est le tableau qui résume l'évaluation de la probabilité d'hypertension pulmonaire en se basant sur l'échographie cardiaque. Quand on a à l'écho une pression qui est inférieure à 36 sans signe échographique, il est peu probable que le patient ait une vraie hypertension pulmonaire et donc ce n'est pas la peine de faire le cathétérisme. Quand elle est supérieure à 50 avec ou sans signe clinique, le diagnostic est très probable et dans les cas intermédiaires avec ou sans signe clinique, la probabilité d'hypertension pulmonaire reste intermédiaire. Et donc je corrige pour ma patiente, au lieu de dire elle est adressée pour bilan étiologique d'hypertension pulmonaire, comme je me suis basée sur les données de l'échographie, je vais dire plutôt pour une hypertension pulmonaire qui est très probable, puisque j'ai une PAP à 55.
Or, je vais discuter les étiologies et chez ma patient, je commence par discuter d'abord les causes cardiaques parce que c'est le plus grand groupe étiologique. Mais ma patiente, elle n'a pas de cardiopathie, elle n'a pas d'orthopnée, elle n'a pas de signe radiologique et électrique en faveur. Et surtout, j'ai un argument de taille qui est l'échographie cardiaque qui est normale, qui montre une fonction ventriculaire systolique et diastolique normale. Alors, les cardiopathies, on les trouve dans le groupe 1, les cardiopathies congénitales, mais aussi le groupe 2, des cardiopathies gauches. Et là aussi, à part le diagnostic positif à un rôle dans la détermination de ces pathologies, la cardiopathie congénitale et surtout l'évaluation de la fonction cardiaque gauche pour obtenir le diagnostic d'hypertension pulmonaire post-capillaire. Je reviens à la première étude que je vous ai montrée sur la sclérodermie. On a parlé ici des faux positifs de l'échographie cardiaque, mais vous voyez aussi là, sur le cathétérisme, que dans 9% des cas, des patients où on est parti à l'écho cardiaque d'une fonction cardiaque gauche, on va découvrir par la mesure des pressions qu'on a une insuffisance cardiaque gauche avec une élévation des pressions post-capillaires. Et là, c'est connu dans l'échographie cardiaque, l'évaluation de la dysfonction ventriculaire gauche de type diastolique, elle est difficile à éliminer et il faut insister sur ce diagnostic, notamment quand les patients ont une petite hypertension artérielle, un diabète qui prédispose à une cardiopathie de type diabétique ou une ACFA, où l'élévation des pressions veineuses à l'effort va aboutir à une hypertension pulmonaire qui est de type post-capillaire et qui peut passer inaperçue à l'échographie cardiaque, surtout quand l'échocardiographiste n'est pas bien entraîné. Or, bien sûr qu'on va demander d'autres explorations cardiaques en fonction de l'orientation étiologique. Le cathétérisme va confirmer certains diagnostics. L'IRM aussi, qui est une méthode non invasive, peu irradiante, et dont le principal avantage est d'évaluer la morphologie et la fonction ventriculaire, mais elle est moins rentable dans la mesure des pressions et des résistances, et bien sûr l'échographie transœsophagienne. Alors, après avoir éliminé la cardiopathie, je vais évoquer le troisième groupe étiologique, c'est-à-dire l'hypertension pulmonaire qui est liée à des maladies pulmonaires ou à une hypoxémie. Mais là, ma patiente, elle n'a pas d'anomalie parenchymateuse, j'ai une saturation à 99%, donc ça élimine a priori une cause respiratoire. Mais en raisonnant comme ça, en fait, je passe à côté de deux diagnostics qui pourraient être à l'origine d'une hypertension pulmonaire en absence d'hypoxémie. Il y a d'abord les gens qui vivent dans les hautes altitudes, et là, il faut préciser un interrogatoire d'origine géographique, et ces gens-là, il suffit qu'ils changent d'habitat et qu'ils se remettent dans un habitat qui est au même niveau que la mer pour qu'il y ait une réversibilité de l'hypertension pulmonaire. Il faut aussi penser au SAS et rechercher les symptômes évocateurs, et on termine par la suite par l'oxymétrie ou la polygraphie. Et là, généralement, comme les désaturations sont uniquement nocturnes, l'hypertension pulmonaire est généralement modérée. Alors, après ces deux grands groupes étiologiques, je vais évoquer l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Mais ma malade n'a pas d'antécédent d'embolie pulmonaire. J'ai même été recherchée par l'interrogatoire s'il y a eu des épisodes d'embolie pulmonaire qui sont passés inaperçus, tels que des épisodes aigus de dyspnée, de douleur thoracique ou d'hémoptysie, mais j'en ai pas trouvé à l'interrogatoire. L'hypertension post-embolique chronique, c'est l'hypertension qui persiste après 3 mois de traitement anticoagulant d'une embolie pulmonaire et qui correspond bien sûr à l'organisation fibreuse d'un ou de plusieurs caillots au niveau des artères pulmonaires. Les circonstances de découverte, comme vous le voyez là, c'est soit une embolie aiguë dans 35% des cas, le bilan d'une dyspnée d'effort qui apparaît dans les suites d'une embolie pulmonaire traitée dans 10% des cas, et vous voyez que dans 55%, cette hypertension post-embolique chronique, elle va être découverte dans le bilan d'exploration d'une hypertension pulmonaire précapillaire à titre systématique, parce que les signes cliniques justement de l'embolie pulmonaire ne sont pas spécifiques. Alors, moi j'ai pensé, et j'ai demandé une angio-TDM,
Sauf que ce n'est pas le bon examen à demander en première intention quand on suspecte une hypertension d'origine thromboembolique, et la scintigraphie couplée ventilation-perfusion fait mieux, elle est plus sensible que l'angio-TDM et elle élimine le diagnostic si elle est normale ou s'il y a une faible probabilité. Bien sûr que l'angio-TDM garde sa place pour confirmer le diagnostic d'obstacles mécaniques et aussi pour le diagnostic des hypertensions pulmonaires par obstruction non embolique, telles que les sarcomes, les angiosarcomes, les tumeurs, tératome ou léomium, les artérites telles que dans l'artérite de Takeuchi, le kyste hydatique vasculaire ou la médiastinite fibreuse. Alors, l'angiographie, le cathétérisme, c'est très important aussi, notamment pour la mesure des résistances vasculaires pulmonaires. Et ça serait vraiment dommage de passer à côté du diagnostic d'embolie pulmonaire chronique, parce que d'abord le pronostic est très sombre en absence de prise en charge spécifique chirurgicale et médicale, et parce que surtout, c'est la seule cause qui peut être potentiellement curable par technique de thromboendartériectomie. Et cette technique chirurgicale va être proposée dans les formes proximales, notamment tronculaire, lobaire ou segmentaire proximale, et quand il y a en même temps une bonne corrélation entre le degré d'obstruction anatomique des vaisseaux et l'élévation des résistances vasculaires pulmonaires. Et voilà l'algorithme qui est proposé dans l'embolie pulmonaire chronique. On commence d'abord par une scintigraphie de ventilation-perfusion. Si la perfusion est normale, ça élimine le diagnostic. Si elle est indéterminée ou on a plusieurs défects, on va passer aux autres techniques d'imagerie, notamment l'angio-TDM, l'angiographie, l'angio-IRM. Il y a actuellement les nouvelles techniques de médecine nucléaire qui combinent les techniques de scanner à celles de la médecine nucléaire et qui seraient très très rentables dans les embolies pulmonaires. Et par la suite, il va y avoir une discussion multidisciplinaire sur la prise en charge thérapeutique. Or, après avoir éliminé ces trois grands groupes étiologiques, je vais revenir au groupe 1, où les étiologies sont moins fréquentes. Je vais commencer par une cause qui est facile à éliminer, qui est l'hypertension artérielle pulmonaire, induite par une drogue ou une cause toxique. Mais là, à l'interrogatoire, ma malade ne prend pas de médicaments et il n'y a pas de notion de toxicomanie du tout. Or, les causes toxiques sont largement dominées par les anorexigènes qui ont été retirés de la vente. Ça donne une HTAP qui a les mêmes caractéristiques cliniques, fonctionnelles et hémodynamiques que l'HTAP exopathique. C'est pourquoi c'est mis dans le même groupe étiologique et c'est le même traitement en plus de l'éviction. Il faut en moyenne une durée d'exposition de 3 ans pour développer l'HTAP, mais cette durée pourrait être plus courte si on a une prédisposition génétique. La première épidémie a été observée en 1970 avec la Minorex, la deuxième épidémie en 1990 avec la fenfluramine, et on a aussi le scandale du Mediator qui est en fait un dérivé de la fenfluramine qui va donner des atteintes doubles, à la fois une HTAP mais aussi des atteintes valvulaires mitro-aortiques. Là vous avez la liste des médicaments et des toxiques qui peuvent être en cause dans l'HTAP d'origine toxique en fonction du niveau de risque, certains, probables, possibles et peu probables. Et je rappelle que maintenant le Subutex, qui est une drogue largement utilisée par les jeunes, comme c'est des comprimés qui contiennent de l'amidon et qui sont injectés par la suite, l'amidon entraîne des réactions granulomateuses au niveau de l'artère pulmonaire et entraîne des HTAP qui sont vraiment très très sévères. Alors, cette étude a été publiée en 2008 et donne la constatation suivante. Donc, vous avez là le nombre de cas d'HTAP et vous voyez que les médicaments, les anorexigènes qui ont été retirés vers les années 95-94, on continue jusqu'à 2004 à observer en fait
des cas d'HTAP qui peuvent apparaître très tardivement après l'arrêt du médicament. C'est pourquoi il ne faut pas se contenter uniquement de l'histoire des prises médicamenteuses récentes, mais il faut revenir vraiment dans l'histoire du malade pour avoir une liste complète, une histoire complète de toutes les expositions médicamenteuses pour chaque patient ayant une HTAP, et peut-être ça nous permet aussi d'incriminer d'autres produits qui sont potentiellement responsables d'HTAP qui ne sont pas encore classés dans cette liste étiologique de l'HTAP. Alors, après avoir éliminé les causes toxiques et les drogues, je passe à la discussion des maladies du tissu conjonctif, les conjonctivites, mais là, c'est très peu probable parce que le malade n'a aucune manifestation extra-respiratoire. Alors, les conjonctivites qui peuvent être à l'origine des HTAP, c'est essentiellement la sclérose systémique, mais aussi la maladie de Charcot ou conjonctivite mixte. Il y a le lupus et le syndrome avec plus ou moins le syndrome antiphospholipide. Il y a toutes les autres conjonctivites aussi, en particulier le syndrome de Bougeot-Jogrel, la PR et les myosites. Or, dans la sclérodermie qui donne le plus d'HTAP, l'âge moyen est généralement plus élevé que celui de l'HTAP idiopathique, c'est généralement vers 60 ans. L'atteinte histologique est à peu près similaire que l'HTAP idiopathique, mais avec souvent un infiltrat inflammatoire qui est plus marqué. On la traite de la même manière que l'HTAP idiopathique, ça veut dire qu'elle ne va pas répondre aux immunosuppresseurs et aux corticoïdes, mais plutôt aux médicaments vasodilatateurs et spécifiques de l'HTAP idiopathique, mais la réponse au traitement est moins bonne. Le pronostic est beaucoup plus mauvais que l'HTAP idiopathique, avec une survie à 30 ans, à 3 ans, qui ne dépasse pas 60%. Et donc, devant une HTAP, la recherche d'une connectivité est importante, d'abord pour assurer la prise en charge globale de la maladie et pour adapter le traitement de la connectivité. Or, sauf que dans la sclérodermie, il ne faut pas vraiment s'attendre à avoir des manifestations extra-respiratoires très importantes parce que l'HTAP est plus fréquente dans les formes limitées et notamment dans le CREST syndrome où on a une fréquence qui donne l'HTAP, qui est responsable de 75% des cas d'HTAP. CREST syndrome, ça veut dire calcineuse cutanée, syndrome de Raynaud, atteinte œsophagienne, sclérodactylie et télangiectasie. Et justement, dans ces formes limitées, on a souvent des difficultés diagnostiques. Il faut qu'il y ait un interrogatoire minutieux pour rechercher ces petits signes de syndrome de Raynaud, de photosensibilité, d'arthralgie, et il faut que l'examen physique aussi soit très minutieux en s'intéressant à l'aspect du visage, à l'aspect des mains surtout, à rechercher ces télangiectasies et ces petites lésions cutanées. Et bien sûr, la confirmation diagnostique, c'est comme les autres, comme les formes généralisées systémiques de sclérodermie, c'est-à-dire la capillaroscopie, le bilan immunologique. Alors, dans les connectivites, les mécanismes sont multiples. On peut avoir l'HTAP du groupe 1, où on a des lésions plexiformes artériolaires qui ressemblent à l'HTAP idiopathique, mais ça peut être une hypertension portale, ça peut être une fibrose pulmonaire dans la sclérodermie, ça peut être une hypertension post-embolique ou chronique, ça peut être une insuffisance cardiaque diastolique parce que la sclérodermie donne aussi une fibrose myocardique. Et donc, quand on a une sclérodermie associée à une hypertension pulmonaire, il ne faut pas la classer directement dans le groupe 1, mais il faut éliminer tous les autres mécanismes possibles, à part l'atteinte spécifique des artérioles pulmonaires. Or, il y a un autre diagnostic qu'on peut négliger très facilement parce que d'abord on ne le connaît pas très bien, c'est une maladie qui est assez rare, qui est la maladie véno-occlusive pulmonaire ou l'hémangiomatose capillaire pulmonaire. Alors, elle est responsable de 5 à 10% des HTAP qui sont en fait considérés initialement comme idiopathiques parce qu'on passe à côté des critères diagnostiques. C'est une maladie qui est très rare, qui a un très mauvais pronostic. L'histologie est différente. Dans l'HTAP idiopathique, on a une atteinte des artérioles, alors que là, c'est une atteinte plutôt capillaire et surtout vénulaire.
Elle a les mêmes facteurs de risque que l'HTAP, c'est-à-dire les formes idiopathiques, les formes héréditaires, les formes associées à des connectivites, ou les formes qui sont liées à une cause toxique ou à une radiothérapie. La présentation clinique hémodynamique, elle est très proche de la thérapie idiopathique, mais on peut trouver de petits signes comme ça qui orientent, notamment les rats crépitants, l'hypocratisme digital, et sur la radio, on peut trouver des lignes de Perlet. La différence par rapport à l'HTAP, c'est aussi idiopathique, c'est la réponse au traitement. C'est des malades qui, quand on va les mettre sous inhibiteur calcique, ils vont paradoxalement s'aggraver. C'est pourquoi, dans la nouvelle classification, ils les ont mis en 1' au lieu de 1 dans l'ancienne classification. Alors, la confirmation, c'est bien sûr un diagnostic histologique, mais on ne peut pas le faire parce que généralement, c'est des malades qui sont très hypoxiques du fait de l'atteinte de la zone des échanges gazeux. L'approche diagnostique non invasive est passée sur le scanner qui va montrer typiquement du verre dépoli, des lignes septales et des adénopathies, et ça peut prêter à confusion avec une sarcoïdose. Quand vous faites le lavage, vous allez trouver des signes d'hémorragie alvéolaire parce que les capillaires sont atteints, et quand vous faites bien sûr le AFR, vous avez une hypoxémie généralement qui est très importante avec une DLCO qui est basse. Alors, dans le 5e groupe étiologique, qui est aussi très compliqué et qui regroupe beaucoup de mécanismes qui sont multifactoriels et parfois incertains, on trouve les maladies systémiques et surtout, ce qui nous intéresse, nous les pneumologues, c'est la sarcoïdose, qui est une maladie très courante dans notre pratique. Alors, vous voyez là, à propos de la sarcoïdose, qui normalement devrait donner une hypertension pulmonaire quand on est au stade de fibrose avec une hypoxémie. Vous voyez que dans cette étude publiée en 2006 et qui a regroupé 22 patients ayant une hypertension pulmonaire, où les malades sont classés en 2 grands phénotypes. Les premiers, c'est des malades qui n'ont pas de fibrose. C'est 7 patients, soit 36% des cas. Vous voyez qu'on a une hypertension, on peut avoir une hypertension pulmonaire chez des malades qui sont à un stade 0, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien du tout sur la radio et même sur le scanner, ni atteinte parenchymateuse, ni atteinte ganglionnaire. On a 4 parmi le stade 1 et on a un malade parmi le stade 3. Et dans les formes avec fibrose, on a aussi des hypertensions pulmonaires, mais quand on fait le cathétérisme, on n'a pas de corrélation importante entre les données de la spirométrie et les résistances vasculaires pulmonaires. Ça veut dire qu'il y a d'autres mécanismes d'hypertension pulmonaire qui vont intervenir à part l'hypoxémie classique dans les maladies respiratoires. Alors, quels sont ces mécanismes qui interviennent? Vous avez premièrement la fibrose, parce qu'elle entraîne l'hypoxie avec la vasoconstriction et le remodelage vasculaire. Vous avez la destruction vasculaire par la fibrose, mais vous avez aussi ces granulomes qui vont atteindre la paroi vasculaire, c'est ce qu'on appelle la vasculopathie sarcoïdosique, qui est très fréquente. Quand on fait des études histologiques, elle se voit dans 69 à 100% des cas. Heureusement que, comme dans la sarcoïdose parenchymateuse, l'évolution vers la fibrose est rare et donc l'hypertension pulmonaire est rarement présente. L'atteinte prédominante, ça atteint tous les vaisseaux, mais surtout des veines, et ça peut donner ce qu'on appelle la maladie véno-occlusive. Elle fait partie des étiologies des maladies véno-occlusives, granulomateuses, où on a, à part l'atteinte granulomateuse, une atteinte, un remodelage bronchique au niveau des veines avec une fibrose enzymale. Le 3e mécanisme de l'hypertension pulmonaire dans la sarcoïdose, c'est la compression des artères pulmonaires par les adénopathies et parfois par une fibrose médiastinale. Il y a d'autres mécanismes qui interviennent aussi. La vasoconstriction par libération de facteurs vasoactifs, il y a une dysfonction endothéliale, il y a la cirrhose quand on a avec hypertension portale et la possibilité bien sûr quand on a une atteinte myocardique de dysfonction cardiaque. Donc finalement, quand on est devant des signes, une histoire évocateur d'hypertension pulmonaire, on va commencer par un test non invasif, c'est-à-dire l'échographie cardiaque. Si on a une probabilité d'hypertension pulmonaire
On va commencer d'abord, comme on l'a fait pour notre patient, par évoquer les grands groupes étiologiques, c'est-à-dire la cardiopathie gauche, les maladies pulmonaires et l'hypoxémie, en se basant sur l'interrogatoire, les signes physiques, la radiothorax, l'échographie cardiaque, l'exploration fonctionnelle respiratoire et éventuellement la tomodensitométrie, mais aussi l'oxymétrie nocturne. Si on élimine ces deux grands groupes étiologiques, on va passer à la scintigraphie pulmonaire. Et là, si on a un défaut de perfusion segmentaire, on va retenir le diagnostic d'hypertension pulmonaire post-embolique. Et on va compléter les explorations par l'enjeu TDM, le cathétérisme, plus ou moins l'angiographie pulmonaire, tout en gardant à l'esprit que la maladie véno-occlusive et l'hémangiomatose capillaire pulmonaire peut donner aussi ces mêmes aspects scintigraphiques qu'on voit dans l'embolie pulmonaire chronique. Une fois on élimine ces trois causes, ces trois grands groupes étiologiques, on va considérer les autres causes et c'est à ce moment-là qu'on va demander le cathétérisme cardiaque droit qui va d'abord confirmer de façon précise le diagnostic d'embolie pulmonaire, le diagnostic d'hypertension pulmonaire et préciser son mécanisme pré- ou post-capillaire par la mesure de la pression d'occlusion. Et là, on va pratiquer différents examens pour la confirmation du diagnostic étiologique en se basant, par exemple, pour les connectivites, sur les signes cliniques, le bilan immunologique, le scanner, les antécédents, une histoire détaillée pour les prises médicamenteuses et toxiques, la sérologie HIV systématique à ce moment-là, les cardiopathies congénitales, on va faire une exploration orientée en fonction de la suspicion par le TO et l'IRM cardiaque. Pour la schistosomiose qui est fréquente en Égypte, par exemple, on a l'examen physique et les examens il y a les hémolyses chroniques aussi, il y a l'échographie hépatique, le bilan hépatique pour l'hypertension pulmonaire. Et si on élimine toutes ces causes-là, on va arriver au diagnostic d'HTAP, soit idiopathique ou héréditaire. Et à ce moment-là, pour différencier entre l'idiopathique et l'héréditaire, on n'a pas besoin de rechercher les mutations, il suffit de rechercher les antécédents familiaux. Et là, dans les antécédents, on va bien sûr rechercher par l'interrogatoire les antécédents d'étiquette et diagnostic d'HTAP, mais ça, on l'a pas toujours. Mais il faut bien pousser l'interrogatoire pour rechercher les antécédents de personnes dans la famille qui sont décédées ou qui ont une dyspnée inexpliquée ou qui ont des syncopes, une mort subite. C'est ces symptômes qui sont évocateurs d'HTAP. Et donc la recherche de mutation n'est pas obligatoire parce qu'elle ne change pas la conduite thérapeutique. Et l'évaluation génétique n'est proposée que dans des centres experts pour un éventuel conseil génétique. Donc je reviens à ma malade, elle habite à Nèbres, donc elle n'habite pas dans une haute altitude. Je refais un interrogatoire minutieux, il n'y a pas de cas similaire ou de mort subite dans la famille, pas de prise médicamenteuse récente ou ancienne, notamment pas de prise d'anorexigène, pas de facteur de risque d'infection VIH, pas de signes cliniques, même des petits signes cutanés et au niveau des mains qui évoquent une connectivité. Elle n'a pas de signe d'un syndrome d'apnée du sommeil. L'examen physique complet est tout à fait normal. Le CG ne montre pas de signe d'atteinte cardiaque gauche, uniquement un bloc de branche droit. Je refais une gazométrie, il n'y a pas d'hypoxémie. Je confirme l'absence d'hypoxémie. Le bilan hépatique et rénal et l'NFS sont normaux. L'échographie cardiaque n'a pas montré d'atteinte cardiaque systolique ou diastolique. Je fais une imagerie, une radiographie du thorax, la TDM thoracique et la scintigraphie, tout est normal. Donc je passe au cathétérisme à ce moment-là pour confirmer formellement l'hypertension artérielle pulmonaire et préciser son origine précapillaire. Et je demande en même temps un bilan étiologique minimal
qui comporte l'échographie abdominale, le bilan immuno, la sérologie VIH et le bilan thyroïdien, parce que les dysthyroïdies, que ce soit hypo ou hyper, sont fortement incriminés dans l'élévation des pressions pulmonaires. Si tout ce bilan est négatif, et avant de retenir l'origine éthiopathique, il faut confier le patient à un centre de référence parce qu'on n'est jamais réellement sûr d'avoir éliminé toutes ces étiologies ou en absence de centre de référence. C'est des dossiers qui doivent être discutés en staff multidisciplinaire. Donc pour conclure, je dirais que la prise en charge de l'HPAP idiopathique nécessite beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience, un bon sens clinique et surtout beaucoup de modestie, dans le sens où il faut connaître ses limites dans ces pathologies qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire, savoir lâcher son malade et le confier à un centre de référence ou savoir le présenter ou prendre la vie des autres dans un staff multidisciplinaire, tout en sachant qu'on sait maintenant que l'HPAP idiopathique, ce n'est pas uniquement la femme jeune et que ça peut apparaître à un âge plus tardif. Ça peut s'associer à d'autres comorbidités, notamment BPCO ou autre cause où elle va aggraver une hypertension pulmonaire d'une autre origine secondaire. Et c'est pourquoi maintenant, quand on a une HPAP sévère, même chez un malade qui est hypoxique, une HPAP sévère, ça veut dire une PAP qui dépasse 35, ou quand on a un retentissement sur les cavités cardiaques droites, là aussi, maintenant il est recommandé d'adresser ces patients à des centres de référence parce qu'ils peuvent avoir une HPAP idiopathique qui est associée à autre chose parce que c'est des malades qui fument ou autre. Et je vous remercie. Excellent exposé, assez consistant. C'est pas encore fini, il reste encore une petite question. Je ne sais pas, y a-t-il des questions pour Nadia? Quel est le centre de référence? On n'a pas de centre de référence. La solution, c'est les stades. Le problème pour les HTAP, c'est le quartier droit. Donc, partout en France ou ailleurs, c'est les pneumologues qui font le quartier droit. Ici, c'est pratiquement les réanimateurs. La réanimateurs qui font essentiellement ça, plus ou moins certains cardiologues. Donc ça reste toujours, c'est pratiquement des patients qui se perdent dans la nature. Exactement. Donc on n'a pas les traitements spécifiques. Jusque-là. Les cathédrales, tous les de toute façon, ce qui est sûr, c'est les réanimateurs qui font le mieux. C'est les réanimateurs qui font le mieux les cathédrales que les cardiologues. Merci. Donc, Il reste encore un cas clinique concernant l'hypoxésie.